is the future currency of Earth. Dogecoin was invented as a joke. Don't go too far on the crypto speculation front. To the moon. J'y vois que dalle, j'espère que l'image est pas mal. Gardons le meilleur pour la fin, commençons par l'inflation. C'est le point majeur qui agite les marchés depuis maintenant plusieurs semaines et visiblement ils ont décidé que ça devait s'intensifier et inquiéter. Sur les 12 derniers mois, l'indice général des prix a augmenté de 4,2% aux États-Unis, la plus forte progression depuis septembre 2008 où il avait enregistré une hausse de 4,9%. L'indice des prix de l'énergie, plus 25,1% là aussi sur 12 mois. Alors en même temps, ça semble quand même relativement légitime parce que tu te souviens, il y a 12 mois, même les cours du pétrole étaient passés négatifs sur certains contrats et il n'y avait plus aucune activité, ou en tout cas quasiment. Mais pour autant, pas de panique, la Fed continue à rassurer comme elle peut, ça ne sera que temporaire. Et même si l'économie donne des signaux de reprise à l'image de statistiques macroéconomiques qui sont plutôt encourageantes, ça reste encore loin de leurs objectifs. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière avec les chiffres du chômage aux États-Unis qui étaient quand même ressortis catastrophiques, en tout cas par rapport à ce qui était attendu. Et après ce qui s'est passé cette semaine avec ces inquiétudes, le prochain discours de la Réserve fédérale américaine, note la date, c'est le 16 juin. Les marchés seront probablement encore rivés sur les lèvres de Jérôme Powell. Alors sinon, au Royaume-Uni, la situation est complètement différente. La question se pose même pas puisque l'inflation est encore sous 1%. Même chose dans l'Union européenne où on est encore relativement loin d'atteindre l'objectif d'inflation de 2%. Mais visiblement, les marchés se sont concentrés là-dessus cette semaine. Alors, la question est-ce que c'est vraiment une raison ou est-ce que c'est une justification a posteriori pour expliquer le mouvement baissier qu'on a eu? Ce serait pas plutôt juste un peu des prises de bénéfices, une petite phase de consolidation dans un marché qui reste encore globalement en tendance haussière? Bah oui, techniquement, en fait, on a eu une légère remontée du taux à 10 ans aux États-Unis, c'est pas non plus la folie. Ça montre tout simplement que oui, les perspectives de l'inflation sont toujours là, mais elles s'accélèrent pas pour autant. C'est réel, présent, mais ça s'intensifie pas. Ça augmente tout simplement toujours cette notion de rotation sectorielle. D'ailleurs, on voit très bien sur ce graphique avec à gauche la performance des valeurs value qui surperforment clairement les valeurs de croissance et ce depuis le mois de novembre dernier, que ce soit de manière générale et également dans chacune des régions. D'ailleurs, techniquement, celui qui nous a déjà donné des signaux de faiblesse il y a 2 semaines, c'est l'indice Nasdaq quoi. Sur lequel donc cette semaine j'ai continué à travailler à la vente. L'indice a perdu quand même 7% depuis ses plus hauts. Il faudra vraiment envoyer du lourd et du steak pour retourner cette tendance baissière. À court terme, enfin autrement dit en données journalières, parce qu'effectivement il est sorti par le bas de ce canal descendant. Les moyennes mobiles 20 et 50 périodes sont quand même bien au-dessus de la tête. Donc ça montre encore une fois sa sous-performance, il a démontré parfaitement cette semaine. Alors que concernant tous les autres indices, on est toujours dans des tendances haussières. Alors certains se sont heurtés à leur moyenne mobile à 50 périodes qui sont en rouge sur le graphique. Et il y a un autre indice effectivement, alors lui qui est aussi en pression baissière. Alors ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé effectivement parce qu'en fait il bougeait plus trop tout simplement. Et finalement il est sorti par le bas du range dans lequel il évoluait. Il a jamais rallié ses plus hauts alors que les autres étaient en train de faire des records historiques. Bon, il a peut-être été quand même un petit peu influencé par ce qui s'est passé en Asie, oui, sur les autres places financières. Genre à Taïwan, on a eu une sorte de crack. C'était mercredi. On a perdu 9% dans la journée, sa pire performance en 54 ans. Alors ouf, il a quand même réussi à sauver les meubles en fin de séance, mais bon. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la situation sanitaire liée au Covid qui s'aggrave, la situation baissière sur les technos, et une chose dont on parle souvent ici, c'est l'exposition. Oui, l'effet de levier là-bas à utiliser est monstrueux. Du coup, ça rend les marchés beaucoup plus nerveux, que ce soit dans les périodes d'euphorie ou de panique. Et selon Bloomberg, 60% des transactions sont réalisées par des investisseurs individuels. Alors oui, il y a aussi eu l'indice MSCI en Chine, qui perd pour lui 20% depuis mi-février. Petite pression baissière aussi là. On voit clairement qu'il y a une décorrélation qui est en train de s'installer
s'installer sur l'ensemble des indices. Et si on focus plus particulièrement sur le CAC, on voit que en début d'année, ils étaient plutôt corrélés et puis finalement, la décorrélation s'est accentuée. Certains secteurs sont même négatifs depuis le début de l'année, comme les télécoms ou les utilities. Et les grands gagnants, en tout cas pour le moment, c'est le secteur de l'industrie, au travers par exemple de Schneider, Legrand ou encore Airbus, mais aussi la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire le secteur des jeux vidéo ou le secteur du luxe. Oui, je rappelle que les 3 plus fortes pondérations de l'indice CAC, c'est du luxe. Tiens, puisqu'on parle de secteur de jeux vidéo, Ubisoft cette semaine s'est un peu pris une dérouillée. C'est à la suite de la publication de ses objectifs annuels qui étaient en dessous de ce que le marché prévoyait, à cause de 2 choses. Premièrement, c'est le report d'un de ces jeux type AAA, rien à voir avec les piles. Dans l'industrie, un jeu de type AAA, c'est un jeu qui coûte très cher, que ce soit en production, mais également en marketing. Mais oui, qui peut quand même aussi rapporter très gros. C'est le jeu Skull and Bones. Oui, geeko un peu, ça fait pas de mal. Et deuxième chose, les frais de développement et de recherche qui vont augmenter sensiblement cette année. Alors qu'en termes de revenus, il n'y en aura pas forcément plus. Tiens, en parlant de dérouille, on a eu Alibaba aussi là, qui s'est mangé une amende. À mon avis, quand tu fais le chèque, tu dois le sentir passer quand même un peu. Donc elle a publié pour le dernier trimestre de son exercice, où elle est un peu à la bourre, quasiment 1 milliard d'euros de pertes. Alors oui, je le convertis en euros, comme ça c'est un peu plus parlant. À cause d'une amende qu'elle s'est mangée dans la tronche pour entrave à la concurrence. Montant de l'amende, 2,3 milliards d'euros. Tiens, et en parlant d'amende, alors là, bon, effectivement, ça fait un peu plus petit joueur. Google qui s'est mangé aussi une amende en Italie. Abus de position dominante, 102 millions d'euros. Et maintenant, allons voir Engie, elle aussi qui s'est mangé une petite amende au Luxembourg. Abus de droit, 120 millions d'euros. Alors, sur les marchés traditionnels, on a connu Donald Trump. Oui, avec son compte Twitter qui était quand même relativement actif. D'ailleurs, Donald, si tu m'entends, on pense à toi. Et nous avons aujourd'hui son remplaçant dans le milieu des cryptos, qui fait la pluie, le beau temps, tu le sais, c'est Elon Musk, atteint du syndrome d'Asperger. Alors c'est lui qui l'a annoncé au SNL Show. Il a, dans le courant de la nuit cette semaine, retourné complètement sa veste. Ah, finalement, le paiement en Bitcoin là pour les Tesla, bon, non en fait, non. Non, on arrête. C'est bon, stop. Donc là, tu t'en doutes, sur le marché des cryptos, vu qu'Elon Musk a quand même une petite influence sur Twitter, petit effondrement en règle, petite panique générale. Oh, vend tout là, on vend tout. Panique générale. Oh, vend tout là, on vend tout. Mais il y a quand même une petite nuance, oui, parce qu'il a dit le Bitcoin, on pourrait pas te payer de Tesla en Bitcoin. Il a pas dit on ne pourra pas payer de Tesla en crypto. Ah, ça change tout là. Alors bon, déjà pour revenir, pourquoi sur le Bitcoin? Alors bon, tout le monde en a parlé, parce que ça fait la une de tous les journaux, toutes les vidéos, machin, etc. Donc on va pas y passer non plus 40 ans. Comme si ça venait de sortir que le Bitcoin, on avait besoin d'énormément d'électricité pour pouvoir miner. On sait pas depuis le départ ça? Je sais pas, non. Alors, au moins depuis le 24 mars, on le savait quand même, 24 mars 2021, on avait l'info. Ah bah oui, ça c'est le jour où il a annoncé que ça y est, on pouvait payer des Tesla en Bitcoin. Ça, on avait l'info quand même. Sachant qu'en plus, il a quand même 2,5 milliards de dollars investis en Bitcoin, donc au travers de Tesla. Alors, malgré le fait qu'il estime que la technologie, oui, c'est révolutionnaire, on va vivre avec, machin et tout, le minage en Bitcoin nécessite beaucoup trop de combustible riche en carbone, ce qui est tout à fait contraire à mon objectif environnemental. C'est pour ça que je fais des bagnoles électriques quand même au passage, les gars. Bref, le Bitcoin s'est pris une grosse dérouille. On est revenu sur le niveau hebdo qu'on avait vu dans le crypto hebdo de mercredi. Si tu es abonné, activez la cloche, etc. Sinon, fais-le maintenant. Allez, abonne-toi, mets un like, on t'attend. Mais dépêche-toi un peu quand même. Donc ça va, oui, il s'est pris une dérouille à très court terme, mais à moyen terme, on est toujours dans un espèce de gros range. Ça, c'est pas nouveau non plus, ça fait quand même des mois que ça dure. Ça, on avait vu que de toute façon, le Bitcoin sous-performait, il montait plus. Mais il s'est pas arrêté là, puisqu'il a déjà annoncé, commencé à travailler avec les développeurs de Dogecoin. Oui, son jouet préféré. L'objectif est de créer une crypto-monnaie éco-responsable. Objectif, moins de 1% d'émissions de gaz à effet de serre pour faire fonctionner la blockchain. Alors effectivement, il faut savoir que le minage en Bitcoin nécessite beaucoup plus d'électricité que l'ensemble de la Norvège et quasiment 3 fois plus que la Suisse. Ouais, ce qui nous amène à la conclusion en 3 points.
Alors, on en parlera beaucoup plus dans le Crypto Hebdo de mercredi, donc abonne-toi, active la cloche. Mais attention à ne pas réagir à chaud à tout ça, parce que c'est pas forcément un tweet qui va remettre en cause tout le système de la blockchain, de tout ce qui a été créé et développé ces dernières années, ces derniers mois et ces dernières semaines. Et on va pas tout remettre en question à la parole d'un seul homme, même si oui, il a de l'influence. Alors certes, faut le prendre en considération à court terme puisque ça a un impact, ça apporte de la volatilité, ça influence les cours, oui, mais faut pas pour autant prendre de décisions à chaud dans une optique moyen terme. Ok, c'est important de suivre peut-être son avis, etc. Mais fais-toi aussi le tien, ça c'est très important. Sois le plus objectif possible et surtout, faut aller à la source. Est-ce que ça remet en cause la tendance neutre qu'on a sur le Bitcoin depuis des mois? Absolument pas. Est-ce que toutes les cryptos inversent leur tendance de fond en ce moment? Est-ce que c'est la fin du bull run? Non mais c'est une vraie question. Bah pour moi non. Bah, regarde certaines, Cardano, BNB, Solana ou encore EOS, et il y en a plein d'autres. Deuxième chose sur les marchés traditionnels cette fois, bah oui, ça a des conséquences à moyen terme liées à l'inflation qui est en train d'exploser. Alors il y a effectivement des phases de consolidation qui se mettent en place avec des rotations sectorielles peut-être qui s'accélèrent. Il y a des arbitrages qui se réalisent, que ce soit en fonction des news sur les valeurs, soit elles se mangent une amende, soit bah c'est des valeurs techno, elles sont un peu plus délaissées parce que l'inflation progresse un petit peu plus fortement. Et ça fait combien de temps que le Nasdaq il sous-performe? On l'a vu déjà depuis au moins 2 semaines. Ça s'accélère. Et tous les autres indices, est-ce qu'ils ont invalidé leur tendance de fond haussière? Est-ce qu'ils restent pas toujours au-dessus de leur MM50 daily? Donc peut-être qu'il faut tout simplement, encore une fois, privilégier ceux qui sont les plus forts à l'achat et privilégier les ventes sur les plus faibles parce qu'ils baissent plus vite et ils montent moins vite. Donc certes, il faut suivre le mouvement et suivre le flux, mais ne pas tirer de conclusions trop émotionnelles sur des unités de temps très longue, alors qu'il s'agit peut-être simplement d'un épiphénomène à court terme. Ce qui nous amène au dernier point. Continuons à travailler ce qu'on voit d'un point de vue le plus objectif possible, peut-être en utilisant l'analyse technique, en nous imprégnant certes du contexte général, pour pouvoir comprendre, mais restons le plus possible factuels. Le but, c'est pas de chercher à avoir raison avant les autres, c'est d'essayer d'accompagner le plus longtemps possible un mouvement qui se déclenche en relation avec le plan que tu t'es fixé. Il faut continuer à le faire tant que ça fonctionne. Comme par exemple, on l'a vu sur le Nasdaq, ou alors sur le Bitcoin où on est complètement out parce que bah ça monte plus, c'est tout. Semaine prochaine, rendez-vous avec tous les PMI sur les marchés traditionnels. Et n'oublie pas d'activer la cloche et de t'abonner, même si je l'ai déjà dit, et de liker, ça je l'ai pas dit, mais ça tu l'as fait naturellement. Deuxième épisode sur les options. On a mis du temps, mais mieux vaut tard que jamais. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Et du coup, pour toi, c'est quoi le plus dangereux alors? Musk ou inflation? Lâche-toi dans les commentaires. Ciao!